Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Mehdi Bonsoir. Charef. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, on est très Oui, heureux de vous accueillir dans notre petite librairie. Bon, depuis 34 ans maintenant, vous êtes un mythe pour nous et pour pas mal de gens. Euh, on va parler ce soir principalement, mais pas du tout uniquement, du Harki de Meriem, oui. un de vos romans qui a été réédité récemment aux éditions Agone. Mais bon, il reste que pour moi, vous êtes un des observateurs les plus alertes et les plus vifs et les plus profonds de ce gigantesque malentendu, le mot est faible, mais enfin de ce choc et de ce malentendu entre la France et l'Algérie, depuis l'ère coloniale, en passant évidemment par cette date terrible sur laquelle vous êtes revenu plusieurs Oui. fois dans plusieurs ouvrages de 1962, et puis dans tout ce qui a pu en être les conséquences, aussi bien en France qu'en Algérie. Alors, donc, moi, ça me touche énormément parce que c'est un sujet, je pense, qui est connu, enfin, et euh, maîtrisé par des spécialistes et par des gens directement concernés, Oui. souvent des gens qui, on sait, prennent de l'âge et qui, que ce soit en France ou en Algérie, échappent doucement en fait aux nouvelles générations, alors que c'est des choses qui sont quand même très proches de nous. Euh, et je suis toujours frappé quand je vois l'importance, par exemple, actuellement en France, de tout un travail de mémoire sur la Deuxième Guerre mondiale et pas sur la guerre d'Algérie. Moi, ce que vous venez de dire là, c'est ça qui m'attriste. Il y a une chose qui m'a attristé, c'est que dernièrement, bon, on parlait du livre, et il y avait beaucoup de monde. Ce qui m'a attristé ce soir-là, j'étais un peu mal à la fin, c'est qu'il y avait beaucoup d'enfants de Harki et de petits-enfants de Harki qui avaient 18, 20 ans. Il y en avait beaucoup. Ce qui m'a attristé, avant, je m'en suis rendu compte, j'avais jamais pensé à ça, Marianne. Euh, ils sont venus parce qu'ils sont tristes qu'on parle pas de leurs parents, je crois, leurs grands-pères. Que ces grands-pères commencent à disparaître parce qu'ils ont un certain âge et que est-ce que je ne sais pas, c'est parce qu'on les a pas réhabilités, parce on n'a pas compris leurs gestes, parce qu'on a je ne savais pas, quand ils sont partis, quand on a fini de discuter, ils étaient pas bien, enfin c'est ça qui m'avait, c'est la première fois que je le ressentais parce que c'est la première fois qu'il y avait dans le public autant de jeunes issus de l'immigration, enfin de petits-fils, il y avait des filles, petits-fils de Harki. Et ce, 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 ce regard qu'ils avaient, l'air de dire, mais est-ce que nos grands-pères, quoi, Harki, vont disparaître comme ça sans que tout le monde continue à son fiche, tout le monde continue à dire c'est de collabos, c'est des traîtres, c'est dur à porter, vous savez, quand on est petit-fils de Harki ou petite-fille de Harki, comme il y en a une qui nous l'a dit, quoi, de s'entendre toujours penser que son grand-père était un traître. On était, je- moi, Ce qui m'a souvent frappé, c'est qu'il y a cet aspect-là, c'est ouais, qu'effectivement, dans, je dirais, au sens large, la communauté algérienne, d'origine algérienne en France, hum. le fait harki reste extrêmement marqué. Ah oui, il reste Il reste marqué. quelque chose de très fort. C'est pas quelque chose qu'on oublie, Mais c'est pas quelque chose qui n'est pas pour les Français métropolitains, oui, même d'aujourd'hui bien sûr, mais même d'il y a 20 ans, oui, euh, déjà en fait le fait harki ne veut plus dire grand-chose. Il y a un aspect d'effacement et je pense que quand on pense en fait à votre premier roman en fait et le film, donc là oui, le théorème. Alors comme chacun le sait, hein, le roman c'est le théorème d'Archie Ahmed. oui, Donc le calembour est oui, poussé à fond, et puis dans le film c'est devenu théorème d'Archimède oui, pour qu'on puisse se raccrocher un peu plus oui, facilement c'est au ça, oui. théorème d'Archimède. Hum. Mais en tout cas les deux sont très homogènes. Enfin de toute façon vous avez écrit, vous avez réalisé le film. Et pour mémoire donc on en parlera peut-être tout à l'heure parce que c'est quand même une aventure étonnante déjà cette aventure d'écriture, quoi. Oui, Donc, mais moi, ce qui me frappait, c'est que quand on revoit le film aujourd'hui, donc 2017, ça fait 34 ans après oui, l'écriture du roman, 32 ans après le film, et ben en fait, ces acteurs, ces jeunes qui vivent donc aux confins de Nanterre, de Colombes, de ouais, Gennevilliers, enfin donc dans ce qu'on n'appelait pas encore complètement au début des années 80 des cités, ou plutôt des grands ensembles. oui, oui, Euh, il n'y a aucun moyen de savoir si en fait leurs parents sont harkis ou travailleurs immigrés algériens. oui, C'est déjà devenu complètement neutre oui. socialement. À cette époque-là, oui, Alors ça a pris 20 ans, mais dans ce regard, c'est une réalité qui est déjà
un peu occulté, enfin, qui a déjà disparu de fait, parce que peu à peu, et moi c'est ce qui me frappe, et alors, et ce que vous avez magnifiquement montré, bon d'une façon très dure, hein, je trouve, mais magnifique, dans un autre de vos films qui est Marilyn, c'est que par rapport à des réalités historiques, c'est le fait, en fait, alors des questions d'intégration et de racisme en fait anti-arabe qui ont pris peu à peu le pas sur finalement pourquoi ces différentes communautés ou ces différentes personnes étaient en France. Il y a eu un travail non, j'aime pas dire un travail parce qu'on imagine d'ailleurs une sorte de conspiration de gens qui ont voulu effacer. Non, je crois que hélas, ça s'est effacé tout seul par inadvertance, par manque d'attention de la part des gens. Je vois ce que vous voulez dire, j'y ai pas pensé. Ça veut dire qu'il y a eu tellement de choses qui sont apparues après les années 80, qui fait ce que vous avez dit, et qui ont effacé un petit peu le problème archi ou oui, c'est peut-être ça. Oui, c'est vrai que ça y a fait. Et de temps en temps, bon, il y avait une petite manifestation de fils de harki, mais c'est vrai qu'à un moment, oui, on avait l'impression que ça arrangeait peut-être tout le monde, qu'on en parle de moins en moins, et puis qu'on efface qu'on n'en parle plus, quoi. C'est très étrange, ce que vous venez de dire. C'est peut-être que c'était presque voulu, quelque part. Et là, j'ai l'impression qu'on en reparle un petit peu. C'est leurs enfants qui en reparlent. Il y a des livres qui se font et puis ils n'ont pas voulu que cette communauté disparaisse parce qu'elle va disparaître sans qu'on en parle, sans qu'on, une fois encore. Moi, j'ai trouvé ça très. Oui, j'étais un peu triste quand je les ai vus repartir après qu'on ait discuté en disant il y a peut-être aucune solution pour que. Ils n'avaient pas l'air de dire il faut faire de nos pères des héros. Hein, mais qu'on dise pourquoi un jour ils se sont retrouvés sous l'uniforme français. Alors c'est surtout de ça qu'on a discuté. Ils sont nombreux quand même. Moi j'en ai vu beaucoup hein, dans les camps au départ quand ils étaient encore dans les camps. C'était l'horreur ça parce qu'ils sont venus en pensant qu'ils seraient quand même mieux en France. Ils ont été enfermés dans des camps. Et ils disaient à l'époque qu'ils étaient que nous Algériens quand on était dans les cités de transit qu'on était mieux considérés. C'est ce qu'ils disaient quand on rencontrait un enfant de harki. Ils trouvaient ça très dur que la France les ait oubliés, que nous Algériens on les supportait pas, ou qu'on les insultait. C'est ça qui a fait que j'ai écrit le livre, je pense. Ouais, parce que c'est une chose que vous avez su, justement, surtout par des paroles d'enfants et d'adolescents, extrêmement bien montrées. Aussi bien, justement, ce ressentiment hein, qui peut-être se gomme avec le temps, mais au départ, le héros du Théorème d'Archi Ahmed en veut à ses parents et à sa mère. Et il y a cette diatribe vers le début hein, du film, et dans le roman plus particulièrement, il dit moi j'ai pas demandé à venir en France, et c'est à cause de vous, mes parents, que je me retrouve algérien en France, où en fait voilà il y a des gens qui m'aiment pas, et puis moi j'ai rien demandé. Et dans l'Arki de Meriem, toutes les scènes qui sont effectivement au moment des installations dans les camps dans le sud-est de la France, hein, donc si je ne me trompe vers Fréjus ou Draguignan, j'ai un petit doute, mais enfin par là, sont effectivement particulièrement poignantes parce qu'il y a ce côté, comme vous disiez à l'instant, où on ne pouvait pas s'attendre à être traité comme ça, aussi miséreusement. Si les parents étaient comme ça, c'est à un moment ils ont vu qu'on leur échappait. Quand on est arrivé en France, ils ont vu qu'on leur échappait parce que d'abord on s'est mis à parler français, on pensait français. Ça a été assez étrange pour eux. Bon, à la maison, on parlait arabe, plutôt algérien. Et puis, ils nous ont vu petit à petit. Qu'est-ce qu'il voulait, le père il voulait qu'on ait des diplômes et puis qu'un jour, on retourne en Algérie pour travailler dans l'administration, ou fonctionnaire à la mairie ou à la poste. C'était son rêve. C'est ça qu'il voulait, notre père, quand il nous a fait venir en France. Il voulait qu'on aille d'abord à l'école. Et ça a marché. C'est vrai qu'on a commencé par un certificat d'études, après un CAP, après ce qu'on appelle un brevet. Et puis, il s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas partir là-bas. D'abord, lui, il n'avait pas gagné autant d'argent, économisé autant d'argent qu'il aurait voulu. Le second rêve, c'était que, bon, maintenant, les grands, ils sont algériens, il faut qu'ils se marient des algériennes. Mes sœurs, elles sont algériennes, il faut qu'elles se marient des algériens. Et ça, non plus, ça n'a pas été comme ils auraient voulu. Moi, j'ai une belle-sœur chinoise, j'ai une belle-sœur normande, j'ai un beau-frère martiniquais. Et ça, là aussi, ils avaient perdu. Ils ont perdu sur le fait qu'on n'a pas pu revenir, le fait qu'on ne s'est pas marié comme ils auraient voulu,
Et c'était dur, hein, pour moi. Je le voyais dans mon père. Je sais qu'il souffrait, quoi. Il perdait ses enfants. Puis à un moment, il s'est rendu compte qu'il pouvait plus partir en Algérie, même lui. Même en essayant filtrer, parce qu'il y avait ses enfants, là, il fallait qu'il reste avec eux. Je crois que vous le disiez, alors si ma mémoire est bonne, dans un entretien au moment de la sortie de la pièce de théâtre. Oui. Donc 1962, le dernier voyage, au théâtre du Montparnasse en 2005. Et vous évoquiez à ce propos le fait que ce halo en fait du retour possible Oui. a pendant un bon moment joué une espèce dur, un peu d'encre flottante en fait qui empêchait d'une certaine façon les plus jeunes de s'intégrer davantage, quoi qu'on mette derrière intégration, hein, qui reste un concept assez nébuleux. C'est intégration quand même. Mais quand même, il y avait ce fait. Oui, finalement, est-ce que ça sert vraiment de devenir beaucoup plus français, puisque de toute façon, on va retourner en Algérie. Ouais. Alors que les jeunes déjà n'y croyaient plus. On appelait ça l'époque, le cul entre deux chaises, je me rappelle bien. Ça a duré une dizaine d'années. Oh oui, c'était les années 80, 90. Ouais. Nos parents, il y avait une ligne du retour. Puis ma mère le disait souvent, mon père aussi. On va y retourner, hein, on va revenir là-bas. C'était un peu du chantage. C'est quand ils nous ont vus, qu'on continuait à s'éparpiller. On commençait à... Nous, on se voyait pas vivre là-bas. De toute façon, c'était rompu, c'était définitif. Alors, sur ce mythe du retour, vous le montrez bien dans le Harki de Myriam. En revanche, c'est que pour les Harkis, ça, pendant cette période-là, il n'existe pas, ce mythe. Non. Parce que on n'en parle pas du tout. C'est juste impensable. C'est impensable. Ou alors, comme on le sent quand 30 ans ont passé. Oui. Là, voilà, il y a quand même de l'eau qui a coulé sous les ponts. On va pas nécessairement tenir les enfants pour responsables, entre guillemets, des crimes de leurs parents. Donc, oui, un retour est possible. Politiquement, techniquement. Est-ce que culturellement il est possible? Ça, c'est une question qui reste délicate. Hein. Oh, il y a déjà le fait qu'un harki âgé qui veut mourir, qui va être enterré là-bas, je pense que c'est quelque chose qu'il faut respecter. Lui accorder, oui, je pense. J'ai entendu dire que maintenant ça commence à se faire. Ça commence à se faire, je ne pensais pas. Hein. Mais jusqu'à encore il y a 5-6 ans, non, c'était pas possible. Un gars qui avait combattu dans le sous-militaire français, il pouvait pas retourner en Algérie comme ça, surtout quand il était algérien. Ça aussi, ça faisait beaucoup de peine à leurs enfants. Et c'est les harkis, comme vous devez vous en douter, c'est les premiers qui ont créé des cimetières musulmans. Moi, j'ai assisté à un enterrement, j'étais très surpris. Il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années. C'était la première fois que je voyais un carré musulman dans un cimetière en France. Donc, c'est eux qui ont créé les cimetières, les carrés. Oui. Voilà, je me trompe. J'interviens là-dessus. Ouais. C'est pas pour vous contrarier, mais c'est juste pour apporter un autre éclaircissement concernant les carrés musulmans. Ouais. Ils existent à la suite de la guerre de 14-18. Ah ouais. Et celui qui avait œuvré le plus pour ça, c'était le premier recteur de la première mosquée de France, enfin de Paris, pardon, parce que si on dit de France, il y a une autre France. Hein. D'accord. Il y a celle de la Réunion qui est la première. Et il s'appelle... Attendez, vous venez de dire que le premier cimetière créé en France, c'était la Réunion. Oui. Par les déportés algériens qui avaient été déportés là-bas. Non, c'est pas les déportés algériens, c'est les Pendjabis. C'est les commerçants musulmans qui se sont rassemblés. Qui habitaient la Réunion. Voilà, qui habitaient la Réunion, qui avaient acheté le terrain, etc. Je crois que ça a été ceux qui avaient été envoyés en prison dans les bagnes. Les bagnes, c'est beaucoup plus à Nouvelle-Calédonie et à Cayenne. D'accord. Alors, continuez, vous disiez, donc c'était... Donc c'était il s'appelait Sirdur Ben Rebrit. À l'époque, il y avait un grade spécifique pour les hautes personnalités, pour leur donner une haute considération à certaines personnalités maghrébines. Il était nommé Chambelin. Un grade équivaut à un haut commissaire de quelque chose. Oui. Et c'était lui qui avait œuvré donc pour la création de la construction de la mosquée de Paris. Et le carré musulman, il a existé déjà pendant la guerre de 14. Voilà. Pour les soldats musulmans. Voilà, c'est un éclaircissement, c'est pas. Non, c'est bien. Moi, j'adore apprendre des choses pareilles. Voilà. Ah ouais. Non, c'est un peu contenu. Je crois que j'ai bien fait parce que bon, on a le comment il s'appelle le caméraman. Le caméraman.
Et puis, Ouais, donc, il on y est a, tous il y là a, il y a pour que moi qu'on s'instruire, m'a hein, invité, de toute façon. alors je m'invite. Mm. Et si vous voulez qu'on continue, sans trop polémiquer, sans vouloir vous toucher, je ne sais pas si votre père, il était harki ou pas. Non. Non. Concernant les harkis, Oui. moi j'ai vécu, personnellement, j'ai vécu la guerre d'Algérie du premier ratissage jusqu'au dernier, Mais vous étiez en France ou en Algérie? en Algérie. D'accord. En Algérie. Je suis venu ici comme vous en 62. D'accord. Voilà. J'avais l'âge de 14 ans et demi. Mm. Donc, je suis arrivé ici avec en mémoire une image atroce pardon, des harkis, Ah, moi la aussi. brutalité et Ouais. les violences. Moi, Ceci dit, j'en avais très très peur. voilà, Ah oui. ceci dit, ce n'est pas général. Il suffit, vous voyez, comme au Front National, ils ne sont pas tous violents. C'est sûr, mais ça c'est une chose, si je peux me permettre, juste parce que pour faire Ouais. le pendant littéraire, Oui. c'est que les personnages phares en fait de Harki qui sont présents, alors c'est flagrant dans le film qui est, si je ne me trompe, le dernier en date de Mehdi Charef, qui est Oui. Cartouche gauloise, Mhm. où il y a un personnage extraordinaire de caporal Harki qui est effectivement d'une grande férocité. Ah oui. Moi, j'en avais très peur. Bien en sûr. Et donc effectivement qui Ouais. fait peur aux enfants Ah oui. pour des raisons. Ils étaient très durs, très violents. oui. Mais C'était la guerre. on sent qu'il y a C'est malgré la tout guerre. des raisons humaines à l'intérieur du personnage qu'on retrouve cette fois très détaillées dans le Harki de Meriem. Mhm. C'est que derrière le combattant féroce qui fait peur, il y a aussi quelqu'un qui a sa propre humanité, Voilà. qui a eu ses raisons pour le Oui. faire et qui reste justement vue de loin mystérieuse. Oui. Mais c'est pas pour ça qu'elles sont pas là. Enfin, Bon, moi, ce que je raconte ça en tant que témoin, par rapport à ce que j'avais vécu. On avait des harkis, parce que le mot harki déjà, le nom, c'est resté encore péjoratif, d'une part, et c'est général, presque un nom, c'est devenu presque un nom générique, si je me permets cette phrase. Et les harkis n'ont pas tous, pendant leur exercice d'engagement, parce qu'il y avait les appelés aussi, ils étaient appelés à harkis. Et ils n'ont pas tous exercé des violences ou des brutalités envers la population algérienne. Il y avait des bons, il y avait des très bons, et il y avait des très mauvais. Bon, il suffit malheureusement dans une troupe un ou deux mauvais pour classer toute la troupe parmi les très mauvais. Et moi j'avais gardé cette image-là, c'est tardivement que j'avais découvert, si vous voulez, l'autre problème des harkis. Le parquage, comment il s'appelle, à Saint-Maurice-l'Ardoise, Ouais. qui a été une vraie souffrance pour ceux qui l'ont vécu, la non-reconnaissance par la France, le rejet pour l'Algérie, le rejet de leurs enfants, alors que théoriquement, nous ne pouvons pas être responsables des conneries ou des atrocités, ou même Oui. du bien Mhm. des parents. Comment on peut pas être de celui de nos enfants? Du moins, ça n'engage que moi, cette phrase. Hein. Moi, d'après moi, c'est comme ça. Voilà. Et à partir de là, le problème des enfants, il était terrible parce que il y avait beaucoup qui sont venus, ils avaient 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Pourquoi qu'ils ne retournent pas en Algérie? Par la suite, il y a eu un assouplissement, il me semble, Oui. je ne vais pas rentrer dans les détails politiques d'Algérie. Il y a eu un assouplissement là-dessus. Les enfants ont pu y aller en Algérie, visiter leurs proches qui sont restés là-bas. Il y en a qui ont laissé des terres, des maisons, etc. Bon, c'est pas le cas peut-être chez moi malheureusement. Mais c'est une des choses, je trouve, que le roman, enfin, le Harki Ouais. Meriem montre bien, c'est qu'il y a énormément de finesse. C'est-à-dire que, et moi je trouve que, et bon, parce que je tiens à le lire, quoi, c'est une des grandes qualités de Mehdi Charef en tant qu'écrivain, c'est qu'il arrive à faire des personnages qui sont très emblématiques, qui flirtent avec la limite de la caricature, Ouais. parce que c'est des personnages forts, Ouais. et il faut qu'ils soient emblématiques, mais dans leur interaction, dans la trame du roman, c'est jamais caricatural. C'est au contraire très subtil. Ouais. Et là, il y a effectivement ça, c'est que ces enfants de Harki, ils souffrent énormément, en réalité, quand ils sont relativement jeunes. Dans la phase où, si je caricature, enfin, si je simplifie, pardon, quand ils sont plus en camp de Harki, donc ils sont plus entre eux, mais qui sont dans des cités où là, ils sont socialement simplement avec des pauvres, parce qu'ils n'ont pas d'argent, et où il y a beaucoup
de travailleurs algériens ou marocains ou tunisiens, et donc d'enfants, et où là, ils sont une petite minorité à l'école. Oui. Et c'est là que le maximum d'opprobre, c'est pendant cette phase-là qu'ils l'ont. Après, quand ils sont ados ou plus grands, et effectivement, on sent qu'il y a cet assouplissement politique, cette fois, où le gouvernement algérien, officiellement en tout cas, dit oui, on n'a pas à en vouloir aux enfants de ceux qui ont fait des mauvais choix. Voilà, hein. Oui. Et ça devient plus facile pour eux. Et on voit quand les personnages peuvent, eux, les enfants peuvent aller en Algérie. Pour le père, ça reste quelque chose qui est presque impensable, malgré tout. Maintenant, quand même, je pense qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas y aller. Alors c'était il y a déjà 15 ans, hein, mais je pense et j'espère que justement, plus le temps passe, plus il y a, comme on dit, hein, de l'eau qui passe sous les ponts, de l'assouplissement, parce que. Mais ce que je trouve, c'est que ça met tellement de façon magnifique en exergue ce que vous disiez dans un entretien après la pièce de théâtre, en fait. Donc sur ce moment, alors qui correspond aussi hein, à toute la dernière partie du film Cartouche gauloise, sur les derniers mois en fait de 1962, enfin juste avant le cessez-le-feu et dans les mois entre le cessez-le-feu et la déclaration d'indépendance proprement dite. Donc dans cette espèce de chose entre chien et loup, hein, où l'armée française est encore là, l'OAS se déchaîne, et le FLN, et là aussi, par endroits, est aussi dans une attitude de vengeance dans pas mal d'endroits, vis-à-vis des harkis, bien entendu, dans une attitude aussi de réplique à l'OAS, parce qu'il y a fait un deuxième petit bout de guerre qui est en train de se produire, et où donc il y a un climat de tension énorme, et qui a été rendu sur ce quai de gare de la pièce de théâtre, et puis dans la gare de Cartouche gauloise, d'une façon énorme, et dont on a les échos dans le Harki de Meriem, parce que quand on raconte le départ, ou l'impossibilité du départ, le fait qu'effectivement l'armée française ne laisse même pas monter certains harkis à bord des camions, Oui. là, oui, quand on y pense, on est quand même, et là pour le coup, je le dis sans aucun truc politique, mais même par rapport à, je suis désolé, n'importe quelle armée, c'est ignominieux comme comportement. Et ça, à ma connaissance, l'armée s'en est pas vraiment excusée, quoi. Moi, je pense que la chose la plus atroce qui est arrivée à ceux qu'on a nommés les harkis, ce sont encore ceux qui sont restés là-bas parce que pour eux, ils ne se reprochaient rien. Ils étaient câblés ou ils avaient, si vous voulez, signé un engagement par rapport à une contrainte, par rapport à un chantage, parce que ça existait, hein, si on va en profondeur dans le travail qu'avait fait comment dire, le service secret français au tout début pour ramasser les harkis, et puis les foutre au fin fond au plus loin de leur bled, d'est à l'ouest, et faire venir leur famille en leur disant oui, les faits, ils vont égorger, ils sont là pour égorger vos enfants, ils sont là pour prendre vos femmes, machin, bon, tout un système. On a réussi même à faire des villages complets qui sont gérés par les colons, et leur solde était, il ne suffisait pas pour nourrir leur famille. Les colons, ils étaient encore endettés chez les colons. Ouais. Ça, c'est une réalité. Et donc, vers chez moi, ce que j'ai vu, je vous dis, ce sont les gens qui ont été exécutés, soit par vengeance, soit par manque d'information. Manque d'information surtout. Et sur ces personnes, et qui ne méritaient pas du tout la mort. Et comme malheureusement après toutes les guerres, comme ce qu'on a vécu en France après 45, il suffit que quelqu'un vous dénonce, lui c'est un collabo, et vous êtes bon, hein, la note qui vient vous chercher, puis on vous prend. Hein. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Algérie. Mais pourquoi? Parce que il n'y avait rien de préparé pour ça. Il aurait fallu ramasser les gens en prison, faire après des enquêtes. Toi, tu as tué. Elle n'a rien fait. Lui, il a massacré. Moi, j'étais engagé, ainsi de suite. Trier les gens par cas. Et ça ne s'est pas fait. Mais c'est une des choses frappantes, et je crois que ça rejoint ce que vous disiez quand vous parliez, enfin à plusieurs moments de Mehdi Charef, d'occasions manquées en fait.
c'est qu'il y a quand même eu sur cette fin de guerre d'Algérie, parce que c'est une guerre d'indépendance, il y a eu beaucoup de... Je vais le dire simplement, hein, parce que, ce qui n'enlève rien à la question de la légitimité de cette guerre. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup d'atrocités de part et d'autre. Tout à fait. Mais le processus de radicalisation sur la dernière année de la guerre, où effectivement, alors que finalement, avec un peu de sens politique des uns et des autres, il aurait été possible de dire, bon bah ok, on s'est battu, maintenant l'indépendance est là, redistribuons les cartes d'une certaine façon, ou arrêtons là, il y a déjà eu beaucoup d'horreurs qui ont été commises, et non, il y a cette espèce d'emballement de la fin qui creuse le fossé encore plus, Oui. et qui fait qu'il n'a toujours pas été comblé 35 ans après. Non, c'est pas comblé. On a rajouté de l'huile sur le feu, en quelque sorte, Oui. pour aggraver les... Et c'est ce qu'on retrouve Je pense, de façon très forte, je trouve, dans les romans et les films de Mehdi Charef, et ce qu'on retrouve aussi dans un des passages les plus poignants, je trouve, d'un livre très différent, hein, par nature, parce que beaucoup plus récent, et puis d'une génération différente, qui est le Marceau contre-enquête de Kamel Daoud. Ah ouais. Il y a effectivement ce moment sur, et notamment autour de la question des biens, en fait, des colons, qui donne lieu à quelques scènes parfois très poignantes chez Mehdi Charef, quand le colon un peu paternaliste, mais pas méchant au fond, qui se rend même pas compte à quel point il était paternaliste, dit toi, ma fidèle servante, la maison elle est pour toi, et alors que c'est évidemment pas possible, qu'il y a un aveuglement réciproque, mais que derrière il y a comme vous le disiez à l'instant, les phénomènes de fin de guerre civile, notamment quand il y a un aspect de guerre civile, c'est d'une brutalité qui passe l'imagination. L'Algérie, ce qui fait que l'Algérie n'a pas échappé, il n'a pas fait exception malheureusement dans cette affaire. Hein. Et donc je vous disais, moi j'ai découvert l'autre côté, l'autre visage, l'entourage des harkis, tardivement, quand je suis bien vieilli en France. Voilà. Bah, nous, là-bas, on s'en occupait pas. C'est-à-dire qu'il y avait les harkis, puis mais il s'est passé autre chose ici, c'est que on s'est rendu compte que quand ils allaient en France, qu'ils auraient de la chance, qu'ils seraient dans un pays pour lequel ils ont combattu et qu'ils seraient très bien accueillis. Le choc, ça a été quand on est arrivé ici, puis on s'est rendu compte que ils étaient très mal lotis, quoi. Ils étaient dans des camps, beaucoup ont succombé dans l'alcool, ils ne travaillaient pas, on s'occupait pas du tout. C'est ça qui a fait qu'à un moment, il fallait quand même se poser des questions. Il fallait se poser des questions en disant, bon, pendant des années, on les a insultés, et puis on voyait des gens assez pauvres, des gens qui se rapprochaient de nous, qui essaient de se rapprocher de nous, parce que comme ne comptaient plus sur la France les avait laissés tomber. Et là, c'est là que j'ai commencé à être sensibilisé par la communauté harki. J'ai commencé, moi, le Yana, il est venu habiter chez nous, dans notre bidonville, et il s'est fait, bah, ils n'ont rien dit, les gens, hein. Il a été adopté, en quelque sorte. Non, il est arrivé avec ses 2 enfants, sa femme, et puis ils n'ont rien dit. Ils l'ont laissé rentrer dans la baraque, et puis le lendemain, il y en a un, dans la nuit, ils ont dû se parler entre eux, il lui a mis un grand H sur la porte. Ça veut dire harki. Moi, j'allais à l'école le matin à 8h, ça faisait une journée qu'il était là. Il est parti. Les Français, ne s'étaient pas occupés, il a essayé de venir vers nous, et nous, on lui a dit, casse-toi. C'est ça qui a fait ce livre. C'est ce que je voulais vous demander, moi, comment vous aviez... Et là, j'ai commencé à me dire, moi qui les insultais, moi qui en avait peur. Oh, qu'est-ce que j'en ai eu peur. Un peu comme dans Cartouche de l'Oise. J'en avais très peur. Beaucoup étaient très violents. Et on leur donnait le 7 boulot en plus. Donc, j'en avais très peur. Et là, on commence à être ému. Enfin, il se passe quelque chose. Et puis après, il y a eu, quand j'ai écrit le Théorème, j'ai rencontré un fils de harki parce qu'il voulait devenir écrivain. On discutait beaucoup. Puis dans sa famille, un jour, il y a un harki qui est mort, un ancien. Et il avait demandé juste avant qu'on entre en Algérie, c'était possible. Alors ils ont fait la quête dans la communauté harki parce que ça coûte très cher d'amener un cercueil dans un avion. Ça coûtait 3 millions de francs à l'époque, je me rappelle, il m'avait dit. Donc la communauté harki avait donné 20 euros, 200 francs chacun, et puis ils pouvaient pas y aller à plusieurs, ça coûtait trop cher, donc il y a qu'une fille qui est allée. Sa fille, qui avait une vingtaine d'années, elle a accompagné le cercueil, et puis quand ils sont arrivés à Alger, quand on ramène un cercueil, on sort pas comme si c'était une valise, on fait une enquête, on sait pas qui c'est ce type, donc ils sont renseignés, il était
restaient toutes seules dans l'aéroport, tout le monde était parti. Puis quelques heures après, ils sont revenus, et ils ont appris que c'était Harki, et ils m'ont dit, là, tu repars avec ton oui, cercueil. mais d'une façon horrible. Il a été renvoyé? Ils ont envoyé le cercueil à Amiens, ouais, et la gamine, elle restait toute l'année avec son, et puis elle a ramené son père. C'était vraiment, c'est peut-être, ça a été très dur, hein, et là, ça m'a vraiment bouleversé. Le premier, ça m'a bouleversé, quoi. Je me suis dit, puis je me suis rappelé un peu ce que j'écris dans le livre, comment ils en sont venus là. Moi, j'en ai mis deux on les connaissait, qui s'étaient rentrés pour avoir un salaire, hein. Parce que je sais pas si tu te souviens, nous, dans notre petit village, quand ça chauffait trop, hein, à la fin des années 60, là, quand il y avait vraiment la guerre, on avait peur tous les soirs. Tous les soirs, il y avait l'armée française défilait dans le quartier, courait après des gens, on ne sait pas s'ils étaient moudjahidines ou pas. Tous les soirs, il y avait la guerre sur les toits, et on entendait arriver les jeeps et les camions dans le quartier, on savait quoi. Dès que ça commençait à tomber, on les entendait arriver, on se blottissait contre notre mère. Cartouche gauloise. Ouais, on se blottissait contre notre mère et ça tirait très très fort. On avait très très peur. Hein. Et là, il y avait... Ah oui, alors l'armée française avait une façon de défiler pour dire aux enfants qui avaient 17-18 ans algériens, ou 20 ans, ou 30 ans, qui n'avaient pas de boulot, parce qu'il n'y avait pas de boulot. Il y en a qui n'ont même pas un lopin de terre. Donc c'était leur dire, ils défilaient, ils mettaient les harkis sur les bords du défilé, pour qu'on voit qu'ils étaient bien nourris, qu'ils avaient des belles bottes cirées, qu'ils avaient un beau fusil. Pour la pub. Voilà. Ils étaient bien rasés. Et il y a plein de gens, quand ils le voyaient comme ça, ils disaient, et puis en plus, il y a une solde. Alors ils suivaient, puis le gars, il faisait le tour comme ça du centre de la ville, et il rentrait à la caserne. Place, on allait dans la caserne pour être comme eux, parce qu'ils savaient qu'il y avait un salaire. Et après, il y a une chose aussi qu'il faut dire, c'est que quand le harki avait une certaine ancienneté, qu'il avait 2-3 ans, qu'il était militaire, il touchait une bonne solde, il nourrissait pas que ça. Là, il a pu épouser une femme, avoir une petite chambre, pas une maison, mais bon, et il nourrissait la famille de sa femme, les autres, avec la solde, il nourrissait 3-4 familles. Et ça a toujours été mal vu en Algérie, quoi. Il y a des harkis qui nourrissaient. Nous, il y en avait un, il était qaïd. C'était quoi un qaïd? Je me rappelle, on disait qaïd parce que nous, c'était un noble. Il était toujours habillé en blanc. Il avait c'était un bel homme. Puis il avait une voiture, une 404. Je crois que c'est un gradé dans les harkis, c'est ça? Non, un qaïd, ça équivaut... Il travaillait, je me rappelle, il travaillait à la mairie. Oui, ça équivaut à un grade de préfet, par exemple. Alors lui... Il est le plus haut magistrat d'une région. D'accord. Alors il avait une très grande maison, avec une très, très très belle maison, et il nourrissait pas mal de familles, hein, avec son salaire. Et puis un jour, il a eu du pot. Parce que beaucoup ont été tués juste avant, à ce moment-là, c'était la fin de la guerre. Et lui, moi je pensais qu'il passerait pas la frontière. Et il a passé la frontière. Hein. 20 ans après, un jour ma mère m'a dit, j'ai entendu parler d'eux, ils habitent dans le sud de la France. Et je pense qu'il a dû payer les nouveaux flics algériens, la nouvelle police algérienne. Vous parlez de quelle région, là? Moi, j'étais de côté de Tlemcen-Marnia. Ah, d'accord. Ouais. Vers quel endroit, au juste? Parce que je connais très bien la région. Ouais, moi, plutôt de Marnia, ouais. J'ai de la famille là-bas, à Dodo. Ouais. Et donc, il a pu passer ça. Marnia, ouais. Marnia, ouais. Et puis j'ai beaucoup de familles entre les deux villes. Ouais. Entre Marnia, parce que c'est que 50 kilomètres. Et là, je crois qu'ils passaient par le Maroc, hein. Mais ce que j'ai vu, c'est-à-dire que le privilège que j'ai eu, c'est un privilège, hein, c'est que j'ai connu l'harki là-bas, là, et puis comme on disait tous les deux, on en avait peur, et puis quand je suis arrivé ici, c'était une autre image. C'est une autre image. C'est comme les Français, je les ai vus là-bas, et quand ils quittaient, par exemple, où on habitait, parce que nous on habitait dans un quartier où il y avait beaucoup de Français, ils pleuraient les Français quand ils repartaient. Ils mettaient ce qu'ils pouvaient mettre dans la voiture pour déménager. Je comprenais pas qu'ils pleurent, moi. J'étais gamin. Mais ils vont chez eux pour ils pleurent, ils vont en France. Et je suis arrivé en France, j'ai compris que c'était pas chez eux. J'ai compris qu'ils souffrent. Comme, je ne sais pas, c'est toi qui nous parlais de Marin. Marin, il a dû pleurer comme je ne sais pas quoi quand il est arrivé en France. Ça, vous avez su le traduire aussi de façon extrêmement forte. C'est là ce qui fait que les trois communautés, enfin, moi, je me suis approché des autres communautés à cause de ça, de ce qu'on a vécu. Les pieds noirs, les fils les enfants de harki, parce qu'on a vécu quelque chose ici, de commun, quelque chose et ce que vous avez dit, c'est très étonnant. Il y a plein d'Algériens qui ne l'auraient pas dit. Vous savez pourquoi?
Pas parce que vous avez connu l'arc en Algérie comme moi, et vous êtes ici. Donc, vous ne pouvez pas avoir qu'un seul point de vue, vous en avez deux. Vous avez votre point de vue d'ici, vous avez le même que le mien là-bas. C'est normal. Oui, voilà. Ne sommes pas, c'est normal. Nous ne vivons plus la même époque. Oui, mais un Algérien de ma génération ou de la vôtre, en Algérie qui n'est jamais venu en France, il peut pas penser comme nous deux. Malheureusement, je crois pas. Parce que bon. Ou alors à moins que peut-être que je me trompe. C'est dû aussi à l'histoire qui n'est pas très connue là-bas. Oui. Hein? Je sais pas si vous avez remarqué. J'ai pas pensé à ça. Malheureusement, l'histoire n'est pas du tout enseignée là-bas. On retrouve encore beaucoup plus d'écrits, de témoignages, etc. en France qu'en Algérie. En Algérie, ça a commencé il y a quoi? Il y a à peine une quinzaine d'années, même pas. Même pas. Une dizaine d'années. Oui, à peine. Et là, bon, les langues commencent à se délayer parce que les anciens colonels, ils sont plus là, les anciens commandants, ils sont partis, ainsi de suite. J'ai été samedi dernier pour voir un film une association d'appelés d'Algérie s'appelle les 4 ACG. Ils avaient projeté un film, le retour, etc. Vous devez connaître sûrement. Et dans ce film, c'est un documentaire. Il y avait 2 personnes qui racontaient leur service militaire en Algérie. Et dans la salle, il y avait 3 ou 4 témoignages différents. Mais alors normalement on aurait dû avoir au minimum une vingtaine d'anciens militaires. Le témoignage, c'est ça, parce que eux aussi, ces militaires-là, ont besoin d'extériorer ce qu'ils ont vécu. Il y en a qui en sont malades. Et on dirait que ces gens-là ont tous quelque chose, sans exception, à se reprocher. Non, il y avait des bons, il y a pas à dire. Moi, j'ai fait mes classes primaires, scolaires, dans une caserne militaire. Mon premier instinct, c'était un militaire, c'était un appelé. On a maintenu les relations avec lui pendant très longtemps, bon gré mal gré. Il est même revenu en Haute-Kabylie avec des copains, lui, visiter l'endroit où il a séjourné pendant la guerre, etc. Il était reçu, je vous assure qu'il était reçu comme un prince, mais vraiment avec les honneurs plus que ce qui lui revient. Voilà. Et tout ça, pourquoi? Parce que les gens ont gardé une belle image de lui, ont gardé des bons contacts de lui, etc. Et il y en avait combien comme ça dans toute l'Algérie? Il y en avait beaucoup. Bon, ceci dit, moi en Haute-Kabylie par exemple, on va sortir un peu du contexte de ton livre. C'est le plus dur moment qu'on a vécu, c'est pendant l'opération Jumelle. C'est un peu partout en Algérie. L'opération Jumelle a fait très mal à la Haute-Kabylie, d'où je suis. Bon, on met un point là parce que sinon on sort du contexte de ton livre. Non, mais c'est bien ce que tu nous racontes. Il y a pas de chose on apprend beaucoup de choses. Hein. Mais une chose que je trouve également très bien montrée là encore, je suis désolé parce que j'ai tendance à pas citer chaque passage du roman, mais il y a vraiment le Harki de Meriem et puis il y a tous les autres textes et films qui font comme un environnement autour parce qu'il y a une grande cohérence dans ce qu'écrit Mehdi Charef, en fait, même si chaque élément a son noyau propre, ils résonnent, ils sont très cohérents entre eux. Et le point que je trouvais qui va tout à fait avec ce que vous disiez à l'instant, c'est que malgré tout, dans la façon dont les harkis ont été soit empêchés de rejoindre la France, et dans ce cas, effectivement, exposés au massacre, peu ou prou, dans cette période complètement fiévreuse du moment de l'indépendance, il y a eu aussi, et ça le livre, comme Cartouche gauloise le montre très bien, il y a aussi des rôles quand même individuels. Je disais tout à l'heure, les gens ne sont pas tous les mêmes. De même, les officiers ou sous-officiers de l'armée française métropolitains, certains se sont comportés, et je le dis sans phare, comme des porcs à ce moment-là, et d'autres, en revanche, ont pris des risques, ont violé les ordres pour rapatrier justement certains camarades de combat harkis qu'ils trouvaient qui savaient que sinon ils seraient exposés. Donc certains l'ont fait, très peu, mais du coup, il y avait aussi cette réalité que
moi j'ai vécu, mais pour des raisons familiales, en fait, quand j'étais tout gamin, quoi, parce que mon père était militaire. Et il y avait effectivement des harkis que je connaissais de nom, mais que je ne connaissais pas, qui étaient ceux, en fait, de tout petit grade, les hommes de troupe, les hommes du rang, qui effectivement, l'armée n'en avait plus besoin de retour en France, donc elle les a, ils n'avaient pas les mêmes contrats, et eux ils se sont retrouvés dans des camps de harkis comme complètement miséreux. Et il y avait des sous-officiers de haut rang, donc des sergents-chefs, des adjudants, quelques très rares officiers qui eux avaient des contrats de plein droit de l'armée française et qui ont ensuite fait des carrières dans l'armée française et ont été parfaitement protégés. Donc il y a aussi ce côté social qui même dans un combat et dans des conséquences post-coloniales, reste aussi cette différence toujours un peu terrible entre les petits et les moins petits ou grands, quoi. Et que j'ai trouvé flagrante dans les années 70, en fait, donc une dizaine d'années après. Hein, Mais comment que ça se passait en Kabylie je voulais juste rappeler, si vous me le permettez, Oui. quelque chose à propos du massacre de ceux qui sont restés en Algérie. Il y a eu aussi une grosse tromperie qui a été créée par le grand artiste, celui-là, on peut l'appeler comme ça, Bachara Boualem. Et il avait créé c'est lui d'ailleurs qui a créé la première harki, avec Jean Servier sans qu'on l'ait mis dans l'histoire. D'accord. Et Bachara Boualem avait rallié j'ai pas le chiffre exact en tête, je vais pas raconter de conneries, je vais pas dire des dizaines ou des centaines, mais quelques centaines, je pense. Il me semble que c'était quelques centaines, sans trop d'exactitude. Et ceux-là ont été amenés vers l'Oranais, justement, et il a créé une alliance avec les ultras de la région oranaise. Et toute cette harki qui a été déplacée vers l'Oranais, ils ont tous été tués. Ils ont été tués dans les accrochages, dans des embuscades, et le peu qui est resté, il a été exécuté. Alors, la moitié par les ultras parce qu'ils ne voulaient pas continuer le combat, les rescapés par le FLN. Voilà comment s'est passé le drame des harkis transportés de l'Est à... Parce que, entre parenthèses, Bachar Boualem était de l'Est. De l'Est, oui. Et bon, il a fait la pluie et le beau temps pendant la guerre d'Algérie. Hein. Et donc, ceci dit, c'est juste un point sur le massacre d'Erki. Oui. Et concernant la Haute-Kabylie, c'est ça, tu me posais la question sur la Haute-Kabylie. Oui. Je connais pas bien l'histoire de l'Algérie, de toute façon. Oui. Et ça dépend par rapport à quoi. La Haute-Kabylie, nous, on a eu les chasseurs alpins. Oui. Qui est algérien? Hein? Qui est algérien? Non, mais les chasseurs alpins français. Oui, français. Mais ils avaient des Algériens, bien sûr. Ah, c'est ça que je voulais te demander. Dans la caserne. Dans les chasseurs alpins, il y avait des Algériens. Tout à fait. Voilà. Dans les chasseurs alpins, il y avait des Algériens. Ouais. Dans la caserne qui était plus proche de chez moi, qui s'appelle Tizi Jama, on l'appelle Tizi El Jama. Ouais. Et puis, il est souvent écrit Tizi Jama avec Tizi, trait d'union, N, trait d'union, Jama. Bref, j'ai vu de mes yeux plus d'une fois des troupes d'engagés algériens. Je ne peux pas dire si c'est des harkis ou des appelés, ça c'est une autre paire de manches, et être entraînés par des gens qui font l'entraînement dans la caserne de Tizi Jama. Alors, c'est pas 4-5, hein, c'est des douzaines, hein, qui sont passés par là. Et à Michelet, il y avait carrément une caserne pleine de harkis. Ah ouais. Alors, comment dire, la brutalité que j'ai connue le plus à Michelet, c'était lorsqu'il tombait dans une embuscade et qu'il y avait un harki tué. Le lendemain, quand on allait au ravitaillement, parce que Michelet, c'est un tout petit village, mais qui est une grande plateforme, parce que la Haute-Kabylie, il est parsemé de petits villages tout autour. Et là, Michelet, c'était une plateforme. Michelet, c'est une plateforme. D'accord. C'est la capitale de la haute, de Djurdjura, si on peut l'appeler ainsi. Et tous les villages des alentours qui viennent à 10, 15 jusqu'à 25 kilomètres, ils venaient s'approvisionner là. C'était le centre. D'accord. C'était le médical, c'était là, tout est ramassé là.
Et quand on venait, il y a eu la veille ou l'avant-veille, il y a eu un arcade de Fuet. Alors, pour rentrer à Michelet, il y avait une, deux, trois, il y avait quatre portes. Quatre portes, ouais. Il était encerclé par le barbelé. C'était le mode des déplacements des populations. Il contrôlait le voilà, déplacement et la population. Et il nous tirait dessus. On oui. allait au ravitaillement, il nous tirait dessus. Et carrément, hein, une fois, je me rappelle, il y avait eu des morts. On l'a su qu'une semaine après, pareil, qu'il y a eu ceux qui ne pouvaient pas courir. Ouais. Hein, les personnes âgées, surtout à cette époque, c'est vers la fin de 59. Bon, vers la Haute-Kabylie, il n'y avait pas beaucoup de jeunes. Hein. Disons valides, il y avait très très peu. Et ceux qui venaient au ravitaillement, faire les courses, faire même ceux qui alimentaient les refuges du FLN, c'était les femmes. La place de la femme, n'en parlons pas. Hein. En Algérie, bon, dans le domaine des femmes qui ont contribué à la libération, si on peut les appeler ainsi. En bref, donc ça se passait comme ça. Alors, quand il venait par exemple à un ratissage dans les villages, malheureusement c'était la même topographie. Ouais. Et quand ils avaient une petite vengeance, une rancune, alors ils rentraient dans la maison, ils démolissaient tout. Une fois chez nous, ils ont renversé le peu de semoule qu'on avait avec l'huile, les lentilles, les légumes secs et ils mettaient du pétrole le dessus, sel. pour pas qu'on le mange. Oh, mais pas là, Ah, dans le Grand Canon, et puis excusez-moi de l'expression, ils ont chié dessus. Voilà. Voilà un peu bon, bref, comment malheureusement ça se passait. Comme l'heure tourne, en fait, avant de poursuivre de façon encore plus informelle, je vais vous permettre juste quelques petits mots de conclusion, en fait, pour cette partie ce soir. Donc, pour vous ce soir, et puis pour les personnes qui nous écoutaient sous forme différée, j'espère que vous aurez saisi par cet entretien à quel point l'œuvre de Mehdi Charef en général et le Harkid de Myriam en particulier sont des livres importants. C'est un livre important parce que face à ce gigantesque malentendu, et là encore une fois le mot est faible, mais qui s'est creusé entre deux pays, la France et l'Algérie, et qui menace toujours entre des communautés en fait à l'intérieur d'un même pays, que ce soit en Algérie, que ce soit en France, c'est aussi des livres qui, parce qu'ils acceptent de regarder l'histoire en face, avec toute sa difficulté, avec toute sa dureté, mais qui se voilent pas la face, et qui en revanche font l'effort de voir que derrière les conditions historiques et sociales, il y a des gens qui sont des vraies personnes, avec des vrais sentiments, avec des vraies raisons, et que d'arriver à toucher cette humanité du doigt, c'est quand même un moyen pour tout le monde, aujourd'hui comme hier, de pas, en ignorant l'histoire, se condamner à refaire les mêmes conneries tout le temps, quoi. Et ça, c'est vraiment important. Et donc, il faudrait vraiment que beaucoup plus de gens lisent les livres de Mehdi Charef, encore que c'est le cas aujourd'hui, et regardent ces films. Voilà, et c'est ça que je tenais à dire ce soir. Et donc, en tout cas, merci infiniment, Mehdi Charef. Bah, merci à toi aussi. C'est bien que tu sois venu. Merci. Ah ouais, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Merci à vous de m'avoir accueilli, de m'avoir ici. Merci beaucoup.